Dans les archives judiciaires de la Nouvelle-Orléans, il existe un procès dont les documents furent scellés pendant 70 ans. Le dossier numéro 423, année 1852, ne porte aucun nom de famille, seulement 3 initiales gravées dans le cuir usé de sa couverture, R, C et A. Les témoignages qu'il contient décrivent une obsession qui détruisit une des familles les plus respectées de la Louisiane, une fascination qui franchit toutes les frontières de la morale et de la raison. Ce qui se passa dans la plantation Belle-Rive entre l'été 1851 et le printemps suivant demeura l'un des secrets les plus profondément enfouis de la société créole. Aujourd'hui, nous allons exhumer cette histoire. Mais avant de plonger dans ces ténèbres, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à commenter de quelle ville vous nous écoutez. Votre présence compte pour nous. L'année 1851 marquait une période singulière pour la Louisiane. La société créole vivait ses dernières années de splendeur, avant que la guerre ne vienne tout balayer. Les grandes plantations fonctionnaient comme des royaumes autonomes le long du Mississippi. Des mondes clos où les maîtres exerçaient un pouvoir absolu sur des centaines d'âmes. La loi existait, certes, mais elle s'arrêtait souvent aux portes de ces domaines immenses où la parole du propriétaire faisait office de justice. À quelques lieues au sud de la Nouvelle-Orléans, dans une courbe paresseuse du fleuve, s'étendait la plantation Belle-Rive. 2000 arpents de terre fertile, 340 esclaves, une demeure à colonnes blanches qui se reflétait dans les eaux sombres du bayou adjacent. Les champs de canne à sucre ondulaient jusqu'à l'horizon, et les nuits d'été, on entendait les chants de travail monter depuis les quartiers des esclaves, portés par l'air lourd et humide. La maison principale incarnait l'élégance créole dans toute sa sophistication. Des galeries couvertes entouraient les 2 étages, protégeant les larges fenêtres du soleil implacable. Les meubles venaient de France, les tapis de Perse, les lustres de cristal de Bohême. Chaque détail respirait le raffinement et la richesse accumulés sur 3 générations. Les domestiques circulaient en silence, ombre discrète au service d'un mode de vie qui semblait éternel. Rodolphe Devreux régnait sur ce petit empire. À 38 ans, il possédait ce charisme particulier des hommes nés dans le privilège, cette assurance tranquille de ceux qui n'ont jamais connu le doute sur leur place dans le monde. Grand, le visage énergique encadré par des favoris soigneusement taillés, il gérait ses affaires avec la précision d'un banquier et la fermeté d'un général. Sa réputation d'homme équitable envers ses esclaves lui valait le respect de ses pairs, même si cette équité demeurait toute relative dans un système fondé sur la possession d'êtres humains. Son épouse, Céleste, née Lavergne, représentait tout ce qu'une dame créole devait être. 26 ans, une beauté fragile héritée de sa mère française, des manières parfaites acquises dans un pensionnat de Paris. Elle présidait aux réceptions avec grâce, supervisait la maison avec efficacité, brodait près de la fenêtre les après-midi de pluie. Pourtant, sous cette surface impeccable, quelque chose manquait. Mariée depuis 7 ans, elle n'avait pas donné d'héritier à son époux. Cette stérilité présumée pesait sur elle comme une faute inavouée, un échec silencieux qui creusait lentement un fossé entre elle et Rodolphe. Les domestiques de la maison principale formaient leur propre hiérarchie. Titus, le majordome, homme de 50 ans au maintien digne, orchestrait le fonctionnement quotidien avec une autorité discrète. Léonie, la cuisinière, régnait sur les fourneaux et les jeunes filles qui l'assistaient. Joséphine et Marianne servaient à table et s'occupaient des chambres. Tous connaissaient leur place, respectaient les règles non écrites, évitaient les regards directs. La plantation fonctionnait comme une horloge complexe où chaque rouage savait exactement quand et comment se mouvoir. Le printemps 1851 amena des pluies abondantes qui gonflèrent le Mississippi jusqu'à menacer les digues. Les champs détrempés retardèrent les plantations et Rodolphe passa de longues heures à cheval, inspectant ses terres, calculant les pertes potentielles. C'était un homme qui contrôlait chaque aspect de son domaine, qui vérifiait personnellement les registres d'achat, qui connaissait le nom de chaque contremaître. Cette attention méticuleuse aux détails faisait de Belle-Rive l'une des plantations les plus prospères de la région. Au début du mois de juin,
Alors que la chaleur s'installait définitivement et que l'air devenait une présence tangible, étouffante, Rodolphe reçut une lettre de son agent à Charleston. Maître Josiah Pemberton lui signalait l'arrivée prochaine d'un navire en provenance de Cuba, transportant une cargaison d'esclaves de première qualité. Bien que la traite internationale fût officiellement interdite depuis des décennies, des voies détournées permettaient encore l'importation clandestine de main-d'œuvre. Pemberton mentionnait notamment un lot d'esclaves domestiques formés dans les grandes maisons de la Havane, des individus qui parlaient le français et espagnol, habitués aux services raffinés. Rodolphe étudia la liste avec intérêt. Ses propres esclaves domestiques vieillissaient, et l'idée d'acquérir du personnel jeune et bien formé séduisait son sens pratique. Il confia à Céleste qu'il partirait pour Charleston fin juin afin d'examiner personnellement la marchandise. Le terme ne choquait personne dans leur cercle. Les esclaves constituaient une marchandise comme une autre, des biens meubles que l'on achetait, vendait, louait selon les besoins. Céleste accueillit la nouvelle avec une indifférence polie. Elle s'intéressait peu aux transactions commerciales de son mari, préférant se concentrer sur la gestion de la maison et ses œuvres de charité auprès des pauvres blancs de la paroisse. Pourtant, lorsque Rodolphe mentionna qu'il chercherait peut-être une femme de chambre personnelle pour elle, quelque chose s'éveilla dans son regard. Une servante formée aux standards européens, capable de coiffer selon les dernières modes parisiennes, de coudre avec finesse, de parler français correctement, voilà qui changerait son quotidien. Le 28 juin, Rodolphe embarqua sur un vapeur à aube qui remontait vers le nord. Il emportait une somme considérable en lettres de crédit et la liste détaillée de ses besoins. Le voyage durerait 2 semaines, le temps de naviguer jusqu'à Charleston, d'effectuer ses achats et de revenir avec ses acquisitions. Il laissait Céleste sous la protection de ses contremaîtres et de Titus, certain que tout continuerait de fonctionner parfaitement en son absence. Les jours s'écoulèrent dans la routine habituelle. Céleste dirigeait la maison, supervisait les repas, recevait quelques visites de voisines. La chaleur devenait oppressante, et les après-midi se passaient allongés sur une méridienne, éventail à la main, tandis qu'une jeune esclave agitait un large éventail de plumes au-dessus d'elle. Les nuits n'apportaient aucun répit, seulement une moiteur collante qui imprégnait les draps et rendait le sommeil difficile. Rodolphe revint le 15 juillet, 3 jours plus tôt que prévu. Le bateau accosta au débarcadère privé de Belle-Rive en fin d'après-midi, et Céleste, prévenue par un messager, attendait sur la galerie. Elle vit d'abord descendre son mari, puis un contremaître qui l'avait emmené avec lui, puis une file d'esclaves nouvellement acquis, 6 hommes robustes destinés au champ. Mais ce fut la dernière silhouette qui retint son attention. Une jeune personne descendit du bateau avec une grâce particulière, vêtue d'une robe simple mais propre, un châle sur les épaules malgré la chaleur. De loin, Céleste ne distinguait pas clairement les traits, seulement une silhouette élancée, une démarche qui évoquait davantage une promenade qu'une marche d'esclave. Quelque chose dans cette apparition la troubla sans qu'elle pût immédiatement identifier pourquoi. Rodolphe monta les marches de la galerie, un sourire satisfait sur les lèvres. Il embrassa brièvement son épouse et déclara qu'il avait fait d'excellentes affaires. Les 6 esclaves de champ coûtaient moins cher que prévu, et il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait pour la maison principale. « Vous allez être ravis », annonça-t-il. « J'ai acquis une domestique formée dans une des meilleures maisons de la Havane. Elle parle un français impeccable, elle sait coiffer, coudre, broder. Son ancien maître l'a vendue suite à des revers financiers, mais il m'a assuré qu'elle était d'une compétence rare. Elle s'appelle Anaïs. » Céleste suivit son regard vers la silhouette qui attendait maintenant près du perron, mains jointes devant elle, tête légèrement inclinée dans une attitude de soumission respectueuse. De près, elle put enfin voir le visage, et ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Anaïs possédait une beauté troublante, presque irréelle, des traits délicats, parfaitement symétriques, qui évoquait à la fois la finesse féminine et quelque chose d'autre, une structure osseuse légèrement plus ferme qui créait une ambiguïté fascinante. Sa peau cuivrée suggérait un mélange de sang européen, africain et peut-être indien.
Ses yeux, immenses et sombres, vous fixaient avec une intelligence qui démentait son statut servile. Ses cheveux, d'un noir profond, étaient soigneusement tressés et relevés selon une mode qu'on voyait rarement parmi les esclaves. Mais ce qui frappa le plus Céleste, ce fut la qualité de sa présence. Cette jeune personne ne baissait pas les yeux comme les autres domestiques. Elle regardait franchement, sans insolence, mais sans crainte non plus, comme si elle évaluait ceux qui l'observaient. Une assurance tranquille émanait d'elle, quelque chose qui défiait discrètement l'ordre établi. Anaïs fit une révérence parfaite, exactement comme l'aurait fait une dame de compagnie s'adressant à sa maîtresse. Sa voix, lorsqu'elle parla, était douce et mélodieuse, son français teinté d'un léger accent espagnol qui lui donnait un charme supplémentaire. « Madame, je suis honoré d'entrer à votre service. J'espère me montrer digne de la confiance que vous placez en moi. » Céleste mit plusieurs secondes avant de répondre, déconcertée par ce qu'elle ressentait. Une attirance immédiate et troublante, mélange de curiosité et d'une émotion qu'elle ne voulait pas nommer. Elle balbutia quelques mots de bienvenue et demanda à Titus de montrer à la nouvelle venue ses quartiers. Ce soir-là, pendant le dîner, Rodolphe parla avec enthousiasme de son voyage. Il raconta la vente aux enchères, l'atmosphère fébrile du marché, les négociations qu'il avait menées avec habileté. Concernant Anaïs, il expliqua qu'elle représentait une affaire exceptionnelle. Son ancien maître, un riche planteur cubain ruiné par de mauvaises spéculations sucrières, s'était vu contraint de vendre l'ensemble de sa domesticité. Anaïs avait été formée depuis l'enfance au service d'une maison raffinée. Elle savait lire et écrire, compétence rare chez les esclaves et généralement découragée par la loi. Elle coûtait plus cher que les autres, bien sûr, poursuivit Rodolphe, mais sa valeur justifie l'investissement. Une domestique capable de tenir une correspondance, de lire les étiquettes des médicaments, de comprendre des instructions complexes. Cela facilite énormément la gestion quotidienne. Céleste écoutait sans vraiment entendre. Son esprit revenait sans cesse à cette silhouette gracieuse, à ses yeux qui la regardaient sans détourner le regard. Une sensation étrange l'habitait, mélange de fascination et d'inquiétude. Elle se surprit à attendre le lendemain avec une impatience qu'elle ne s'expliquait pas. La nuit fut longue et agitée. Céleste se tournait dans son lit, incapable de trouver le sommeil malgré la fatigue. À côté d'elle, Rodolphe dormait profondément, sa respiration régulière ponctuant le silence. Par la fenêtre ouverte entraient les bruits nocturnes de la plantation, le chant des criquets, le croassement lointain des grenouilles dans le bayou, parfois le cri d'un oiseau de nuit. Elle pensa à sa vie, à ces 7 années de mariage qui s'écoulaient dans une monotonie dorée. Rodolphe se montrait correct avec elle, jamais violent, rarement brutal dans leurs rapports conjugaux. Mais il n'y avait pas d'amour véritable entre eux. Seulement l'affection polie de 2 personnes liées par un contrat social. L'absence d'enfants creusait un vide que rien ne comblait. Les journées se ressemblaient, prévisibles, vides de passion et d'émotions intenses. L'arrivée d'Anaïs brisait cette routine. Céleste ne comprenait pas pourquoi, mais elle sentait qu'un changement venait de s'opérer, que quelque chose d'irréversible s'était mis en mouvement. Le lendemain matin, Anaïs commença son service. Titus l'avait installée dans une petite chambre attenante à celle de Céleste, un privilège réservé aux domestiques personnels. Elle se présenta à l'aube, impeccablement vêtue d'une robe grise simple mais bien coupée, les cheveux relevés avec art. Son premier geste fut de préparer le plateau du petit déjeuner de Céleste avec une précision qui témoignait de son entraînement. Lorsqu'elle entra dans la chambre, portant le plateau d'argent, Céleste feignit de dormir encore. À travers ses cils mi-clos, elle observa Anaïs qui posait le plateau sur la table près de la fenêtre, arrangeait les voilages pour laisser entrer juste assez de lumière, versait le café dans la tasse de porcelaine. Chaque mouvement révélait une grâce naturelle, une économie de gestes qui confinait à l'art. Puis Anaïs se tourna vers le lit et sembla deviner que Céleste ne dormait pas vraiment. Un léger sourire effleura ses lèvres, amusée et complice, comme si elle comprenait parfaitement le jeu auquel elles jouaient toutes deux. « Madame,
Votre petit déjeuner est servi. Céleste ouvrit les yeux, feignit la surprise, remercia d'une voix encore ensommeillée. Elle se leva, enfila sa robe de chambre en soie, s'installa près de la fenêtre. Anaïs restait debout, à distance respectueuse, mains croisées devant elle, attendant d'éventuelles instructions. « Parlez-moi de vous », demanda soudain Céleste. « Comment êtes-vous arrivé à la Havane ?» C'était une question inhabituelle. Les maîtres ne s'intéressaient généralement pas à l'histoire de leurs esclaves, ces derniers n'existant que dans le présent de leur servitude. Mais Anaïs ne marqua aucune surprise. Elle raconta d'une voix posée, sans émotion excessive, son enfance dans une plantation cubaine, sa mère morte en couche, son achat par une famille de la Havane alors qu'elle avait 7 ans. La maîtresse de maison, une Française exilée, l'avait prise en affection et lui avait enseigné à lire, à écrire, à parler correctement, à se comporter comme une demoiselle de compagnie. « J'ai grandi dans cette maison, » dit-elle. La señora me traitait presque comme une fille. Presque. Il y avait toujours cette limite invisible que je ne devais jamais franchir. Je pouvais lire ses livres, mais je restais esclave. Je pouvais manger les mêmes plats, mais jamais à la même table. Je pouvais porter de belles robes, mais elles m'appartenaient aussi peu que mon propre corps. Céleste écoutait, fascinée par cette franchise inhabituelle. Les esclaves mentaient généralement par omission, cachaient leurs pensées véritables derrière un masque de soumission. Anaïs parlait avec une honnêteté déconcertante, comme si elle testait jusqu'où elle pouvait aller. « Et pourquoi votre maître vous a-t-il vendu ?»« Le sucre, madame. Les cours se sont effondrés. Il a perdu sa fortune en quelques mois. Il a dû tout vendre, y compris nous. J'ai eu de la chance en un sens. Certains de la maison ont été envoyés au champ. Votre époux m'a choisi parce que je parlais français et que je possédais des compétences utiles. J'aurais pu tomber bien plus mal. » Elle disait cela sans apitoiement sur elle-même, avec le pragmatisme de quelqu'un qui a compris très tôt que le monde ne fonctionnait pas selon des principes de justice. Cette lucidité impressionnait Céleste autant qu'elle la troublait. Les jours suivants établirent une routine nouvelle. Anaïs se révéla d'une compétence exceptionnelle. Elle coiffait Céleste avec une habileté qui surpassait celle de n'importe quelle femme de chambre qu'elle avait eue auparavant. Ses mains bougeaient avec une assurance délicate, créant des arrangements complexes qui tenaient toute la journée. Elle reprisait les robes avec une précision de dentelière, brodait des motifs délicats sur les mouchoirs, organisait la garde-robe avec un sens pratique remarquable. Mais c'était surtout sa conversation qui captivait Céleste. Contrairement aux autres domestiques qui se contentaient de répondre aux questions par oui ou non, Anaïs parlait vraiment. Elle racontait des anecdotes de la Havane, décrivait les fêtes somptueuses qu'elle avait vues de loin, commentait les livres qu'elle avait lus. Elle avait des opinions sur tout qu'elle exprimait avec tact mais fermeté. Céleste se surprit à attendre ces moments de conversation comme les meilleurs de sa journée. Rodolphe remarqua le changement. Son épouse semblait plus animée, moins absente. Il attribua cette amélioration à la présence d'une domestique compétente qui facilitait son quotidien. Il se félicitait de son achat et mentionnait régulièrement auprès de ses visiteurs la perle rare qu'il avait découverte à Charleston. Lui-même trouvait Anaïs remarquable. Elle servait à table avec une grâce qui ravissait les invités, anticipait les besoins avant qu'on les exprime, gérait les autres domestiques avec une autorité naturelle qui ne semait aucune rancœur. Titus lui-même, pourtant jaloux de sa prérogative, admettait que la nouvelle venue possédait des qualités exceptionnelles. Mais Rodolphe remarquait autre chose aussi, une beauté troublante qu'il ne pouvait ignorer. Anaïs avait quelque chose d'androgyne, une combinaison de grâce féminine et de quelque chose de plus ferme, de moins conventionnel. Lorsqu'elle se penchait pour servir le vin, il surprenait son parfum, un mélange de savon simple et de quelque chose d'indéfinissable qui lui appartenait en propre. Lorsqu'elle traversait une pièce, son regard suivait involontairement sa silhouette. Il se reprocha ses pensées. Coucher avec ses esclaves était une pratique courante parmi les planteurs, presque une tradition tacite. Mais Rodolphe s'était toujours targué de ne pas céder à ce genre de facilité.
Il considérait ces liaisons comme vulgaires, révélatrices d'un manque de contrôle. Pourtant, il se surprenait à chercher des prétextes pour appeler Anaïs, pour lui donner des instructions qui auraient pu être transmises par Titus. Août apporta une chaleur écrasante et une découverte qui allait tout bouleverser. Céleste avait pris l'habitude de se faire habiller par Anaïs chaque matin. Ce rituel intime créait un espace de confidence où les barrières sociales s'estompaient progressivement. Elle parlait de tout, des livres qu'Anaïs avait lus, des endroits qu'elle avait vus, des rêves qu'elle aurait eus si elle n'était pas née esclave. Céleste se confiait aussi, évoquant son enfance en France, son mariage arrangé, sa solitude dans cette grande maison. Un matin particulièrement chaud, alors qu'Anaïs l'aidait à lasser son corset, leurs mains se frôlèrent. Ce fut un contact bref, accidentel, mais Céleste sentit une décharge électrique la parcourir. Elle se tourna brusquement et croisa le regard d'Anaïs. Pendant un instant suspendu, elles se fixèrent sans un mot. Puis Anaïs détourna les yeux la première et termina le lassage en silence. Cet incident troubla profondément Céleste. Elle passa la journée dans un état de confusion, incapable de se concentrer sur ses tâches habituelles. Elle reconnaissait ce qu'elle ressentait, cette attirance qu'elle n'avait jamais éprouvée pour son mari, qu'elle n'avait même jamais imaginé pouvoir ressentir pour une autre femme. La honte se mêlait au désir, créant un tumulte émotionnel qu'elle ne savait comment gérer. Le soir, pendant le dîner, elle observa Rodolphe à la dérobée. Il mangeait avec appétit, discutant des prix du coton, de la prochaine récolte, des réparations nécessaires sur le moulin. Son visage ne trahissait aucune préoccupation particulière. Pourtant, Céleste remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais noté auparavant. Lorsqu'Anaïs servait les plats, le regard de Rodolphe s'attardait. Un regard bref mais intense, qui glissait sur la silhouette gracieuse avec une appréciation évidente. Une jalousie inattendue mordit Céleste. Non pas la jalousie d'une épouse envers une rivale potentielle, mais quelque chose de plus complexe et de plus sombre. Elle voulait cette attention pour elle-même. Elle voulait être celle qu'Anaïs regardait ainsi. Les jours passèrent dans une tension croissante. Céleste multipliait les occasions de se trouver seule avec Anaïs, inventant des tâches, demandant son aide pour des choses qu'elle aurait pu faire seule. Anaïs répondait à ses demandes avec sa compétence habituelle, mais Céleste croyait parfois percevoir dans ses yeux une lueur amusée, comme si elle comprenait parfaitement ce qui se passait. Un après-midi de la mi-août, alors qu'une pluie torrentielle tambourinait sur le toit, Céleste demanda à Anaïs de lui masser les tempes. Elle souffrait de migraines fréquentes, et les mains d'Anaïs savaient apaiser la douleur. Elle s'allongea sur sa méridienne, ferma les yeux, et sentit les doigts habiles commencer leur travail. Le massage dura longtemps, les mains glissant des tempes vers le cuir chevelu, descendant vers la nuque, remontant en mouvement circulaire. Céleste se détendit progressivement, son corps s'abandonnant au toucher. Un soupir lui échappa, qui ressemblait davantage à un gémissement de plaisir qu'à un soulagement de la douleur. Anaïs s'arrêta. Ses mains restèrent posées un instant sur les épaules de Céleste, puis se retirèrent lentement. Lorsque Céleste ouvrit les yeux, elle vit Anaïs debout près de la fenêtre, regardant la pluie, son profil se découpant contre la lumière grise. « Vous devriez vous reposer, madame. Je reviendrai plus tard. »« Non, restez. » La voix de Céleste était pressante, presque suppliante. Anaïs se tourna vers elle, et dans son regard passa quelque chose d'indéchiffrable. De la compassion peut-être, ou de la résignation. « Madame, je suis à votre service. Mais il y a des limites que nous ne devrions pas franchir. Qui décide de ces limites? La société, madame. Les lois. Votre époux. Dieu, si vous croyez en lui. Et vous, que croyez-vous? » Anaïs marqua une longue pause avant de répondre. « Je crois que le monde est cruel avec ceux qui ne rentrent pas dans les cases prévues. Je crois que certains désirs ne mènent qu'à la souffrance. Et je crois que vous méritez mieux que ce que je peux vous offrir. » Ces paroles, dites avec une douceur grave, brisèrent quelque chose en Céleste. Elle se mit à pleurer, silencieusement d'abord,
puis avec des sanglots qui secouaient son corps frêle, Anaïs s'approcha, hésita, puis s'agenouilla près de la méridienne et prit la main de Céleste dans les siennes. « Je suis là, madame. Je serai toujours là pour vous. » C'était une promesse ambiguë qui ne réglait rien mais offrait un réconfort immédiat. Céleste serra cette main comme une bouée de sauvetage et pleura toutes les frustrations accumulées pendant 7 années de mariage vide. Ce même soir, Rodolphe rentra tard d'une inspection des champs lointains. Il était trempé par la pluie, de mauvaise humeur à cause d'un problème avec un contremaître. Il monta directement dans sa chambre et appela Titus pour qu'on lui prépare un bain. Le majordome était occupé avec un invité de dernière minute, et ce fut Anaïs qui apporta les serviettes et surveilla le remplissage de la baignoire. Rodolphe se déshabilla sans gêne, habitué à ce que ses domestiques le voient nu. Il entra dans l'eau chaude avec un soupir de soulagement et demanda à Anaïs de lui frotter le dos. C'était une tâche qu'accomplissait habituellement un valet, mais l'absence de celui-ci rendait la situation naturelle. Anaïs prit l'éponge et commença à frotter les épaules musclées de Rodolphe. Ses mouvements étaient efficaces, professionnels, sans rien de suggestif. Pourtant, Rodolphe sentit son corps réagir. La proximité de cette beauté troublante, la sensation de ses mains sur sa peau, tout cela réveillait un désir qu'il avait tenté de réprimer. « Vous êtes très compétente », dit-il d'une voix rendue rauque par la tension. « On m'a bien formé, maître. À la Havane, votre ancien maître. Était-il satisfait de vous ?» C'était une question chargée de sous-entendus. Anaïs comprit immédiatement où il voulait en venir. Elle continua son travail sans ralentir ni accélérer son rythme. « Mon ancien maître me traitait avec respect, monsieur. Il ne me demandait rien au-delà de mes compétences domestiques. Mais vous êtes très belle. Cela a dû tenter plus d'un homme. La beauté est une malédiction autant qu'une bénédiction, maître. Elle attire des attentions qu'on ne souhaite pas toujours recevoir. » Rodolphe se tourna légèrement dans la baignoire, cherchant à croiser le regard d'Anaïs. Elle gardait les yeux baissés, concentrée sur sa tâche, refusant de se laisser entraîner dans ce jeu. « Regardez-moi. » Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Anaïs leva lentement les yeux et soutint le regard de son maître. Rodolphe vit dans ses yeux sombres une compréhension totale de la situation. Une conscience aiguë du pouvoir qu'il détenait et de l'absence de pouvoir dont elle disposait. Mais il n'y vit aucune peur, seulement une sorte de résignation calme face à l'inévitable. « Vous savez que je pourrais exiger n'importe quoi de vous. »« Oui, maître, je le sais. Et pourtant, vous ne semblez pas effrayé. La peur ne change rien aux faits, monsieur. Elle ne fait que rendre les choses plus difficiles. » Cette réponse, empreinte d'une dignité tranquille, refroidit étrangement l'ardeur de Rodolphe. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette acceptation sans résignation, cette soumission qui n'en était pas vraiment une. Il se détourna, mal à l'aise, et ordonna à Anaïs de sortir. Elle obéit immédiatement, refermant la porte sans bruit derrière elle. Dans le couloir obscur, elle s'appuya contre le mur, les mains tremblantes. Elle avait senti le danger, la possibilité d'une violence qui ne s'était finalement pas concrétisée. Mais elle savait que ce n'était que partie remise, quelque chose avait commencé, un processus qui échappait au contrôle de tous. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Rodolphe ne put trouver le sommeil. À côté de lui, Céleste dormait d'un sommeil agité, murmurant des mots incompréhensibles. Il pensait à Anaïs, à ses yeux qui l'avaient regardé sans ciller, à cette voix qui avait prononcé la vérité avec une clarté désarmante. Il pensait aussi à sa femme, à l'échec de leur mariage, à l'absence d'héritier qui commençait à peser sur sa réputation. Dans la chambre attenante, Anaïs était assise près de la fenêtre, regardant la nuit étoilée. Elle pensait à sa vie, à cette succession de maisons où elle avait servi, à ces regards masculins qui la jaugeaient comme une marchandise. Elle pensait aussi à Céleste, à cette femme fragile qui cherchait désespérément quelque chose qu'elle ne trouvait pas dans son mariage. Anaïs avait reconnu ce regard, cette fin particulière, et cela compliquait encore davantage une situation déjà périlleuse. Les semaines suivantes virent s'installer une dynamique étrange.
Céleste multipliait les occasions de se retrouver seule avec Anaïs, inventant des prétextes de plus en plus transparents. Rodolphe, de son côté, appelait fréquemment la jeune domestique pour des tâches qui auraient pu être accomplies par d'autres. Les deux époux semblaient engagés dans une compétition silencieuse pour monopoliser l'attention d'Anaïs. Les autres domestiques remarquèrent ce changement. Titus, avec sa longue expérience des maisons de maître, reconnaissait les signes d'une obsession naissante. Il en avait vu d'autres, des esclaves qui attiraient l'attention excessive de leurs propriétaires, et cela se terminait rarement bien. Il tenta discrètement d'avertir Anaïs, lui suggérant de se faire plus discrète, de limiter ses interactions avec les maîtres au strict nécessaire. Mais Anaïs ne pouvait pas se permettre ce luxe. Elle dépendait entièrement de la bienveillance de ses maîtres, et refuser leurs demandes aurait signifié s'exposer à leur colère, ou pire, à être vendue. Elle naviguait donc avec précaution entre les attentes contradictoires, essayant de satisfaire les deux sans encourager ni l'un ni l'autre. Un événement vint tout précipiter fin août. Céleste découvrit, en rangeant la chambre d'Anaïs pendant une absence de celle-ci, un petit carnet relié de cuir. Poussée par une curiosité qu'elle savait indiscrète mais qu'elle ne pouvait réprimer, elle l'ouvrit. C'était un journal intime, écrit dans un français élégant et précis. Les premières pages racontaient la vie à la Havane, les observations quotidiennes d'une domestique cultivée. Mais plus Céleste avançait dans sa lecture, plus le contenu devenait troublant. Anaïs y décrivait avec une franchise stupéfiante sa condition d'être hybride, ni vraiment homme, ni vraiment femme. Elle racontait comment sa mère, une esclave de plantation, l'avait mise au monde avec cette particularité anatomique qui faisait d'elle un hermaphrodite. Le maître de l'époque avait voulu la tuer immédiatement, considérant cette anomalie comme une malédiction. Mais la sage-femme avait convaincu de la garder, arguant que l'enfant pourrait servir de curiosité ou être vendu cher à certains acheteurs. Elle avait grandi dans un entre-deux constant, habillée en fille parce que ses traits délicats le permettaient, mais consciente de posséder une anatomie qui la distinguait. Son ancien maître cubain, l'homme qui l'avait acheté à 7 ans, connaissait son secret. C'était précisément pour cette raison qu'il l'avait choisi. Sa femme, la señora française qui l'avait éduquée, ignorait la vérité. Elle croyait simplement servir une jeune esclave particulièrement douée. Le journal détaillait aussi les années d'adolescence, la confusion identitaire, les désirs contradictoires. Anaïs décrivait son attirance pour les femmes, mais aussi pour certains hommes. Elle parlait de son corps comme d'une prison et d'un trésor, quelque chose qui la définissait tout en l'emprisonnant dans une identité qu'elle n'avait pas choisie. Les dernières pages, écrites depuis son arrivée à Bellerive, devenaient plus inquiétantes. Anaïs y notait les regards appuyés de Rodolphe, les attentions particulières de Céleste. Elle analysait la situation avec une lucidité clinique, prédisant que les choses ne pourraient qu'empirer. Elle écrivait « Ils me regardent tous deux, avec cette faim que je reconnais trop bien. Ils ne savent pas encore ce qu'ils désirent vraiment, mais moi je le sais. Ils veulent tous deux posséder quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Et quand ils découvriront la vérité, que feront-ils? Me tueront-ils? Me vendront-ils? Ou pire, m'enfermeront-ils comme un objet de curiosité? » Céleste referma le journal, le cœur battant à tout rompre. La révélation la bouleversait à plusieurs niveaux. D'abord, elle comprenait maintenant cette ambiguïté qui l'avait tant troublée, cette beauté qui ne semblait appartenir à aucun genre définitif. Ensuite, elle réalisait qu'Anaïs avait parfaitement perçu l'attirance qu'elle éprouvait et celle de son mari également. Mais au lieu de la repousser, cette découverte intensifia son obsession. L'idée qu'Anaïs soit différente, unique, possédant quelque chose que personne d'autre ne possédait, la fascinait d'une manière qui échappait à la raison. Elle remit le journal exactement où elle l'avait trouvé et passa le reste de la journée dans un état de fébrilité extrême. Le soir même, elle prit une décision qui allait sceller leur destin. Après le dîner, alors que Rodolphe fumait un cigare dans son bureau, elle entra sans frapper, chose qu'elle ne faisait jamais. Il leva les yeux,
surpris par cette intrusion inhabituelle. « Il faut que nous parlions », annonça-t-elle sans préambule. Rodolphe éteignit son cigare et l'invita à s'asseoir. Céleste resta debout, trop agitée pour tenir en place. Elle tourna autour de la pièce pendant un moment, cherchant ses mots, puis se lança. « Anaïs n'est pas ce qu'elle semble être. » Rodolphe fronça les sourcils, attendant des éclaircissements. Céleste raconta sa découverte, le journal, la révélation de l'hermaphrodisme. Elle parla vite, les mots se bousculant, guettant la réaction de son mari. Elle s'attendait à de la colère, peut-être du dégoût, certainement la décision immédiate de se débarrasser d'Anaïs. Mais la réaction de Rodolphe la prit au dépourvu. Au lieu de l'indignation, elle vit dans ses yeux une lueur d'intérêt intense, presque fiévreux. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna vers elle. « Vous en êtes certaine? Ce n'est pas une invention de sa part pour attirer l'attention? J'ai lu son journal. Elle décrit son anatomie avec précision. Elle parle de sa vie à Cuba, de comment son ancien maître connaissait son secret. Ce n'est pas une fantaisie, c'est la réalité. » Rodolphe s'assit dans son fauteuil, les doigts joints sous le menton, réfléchissant intensément. Céleste attendait, de plus en plus nerveuse face à son silence prolongé. « Nous possédons quelque chose d'unique, » dit-il finalement. « Quelque chose de précieux. Si cela se savait, elle deviendrait célèbre, recherchée. Les médecins paieraient cher pour l'étudier. Les collectionneurs de curiosités offriraient des fortunes. Ce n'est pas une chose, c'est une personne, » protesta Céleste malgré elle. Rodolphe lui lança un regard sombre. « C'est une esclave. Elle nous appartient, et cette particularité fait d'elle une propriété d'une valeur exceptionnelle. » Il se leva et marcha vers la fenêtre, observant les lumières lointaines des quartiers d'esclaves. Personne ne doit savoir. Si cela se répandait, nous attirerions une attention indésirable. Des questions seraient posées. On voudrait l'examiner, l'exposer. Non, cela doit rester notre secret. Il se tourna vers Céleste, et dans son regard brillait quelque chose de nouveau, une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. Vous l'avez remarqué aussi, n'est-ce pas? Cette beauté particulière, cette façon d'être qui échappe aux catégories habituelles. Maintenant nous comprenons pourquoi. Céleste hocha lentement la tête, incapable de mentir. Rodolphe s'approcha d'elle, lui prit les mains, geste rare de tendresse entre eux. Nous sommes confrontés à une situation inhabituelle. Nous avons tous deux été attirés par elle. Ne le niez pas. Je l'ai vu dans vos regards, dans votre empressement à réclamer sa présence. Et je dois avouer que je ressens la même chose. C'était une confession stupéfiante. Dans leur milieu, on ne parlait jamais de telles choses. Les désirs se vivaient dans le secret, jamais dans l'aveu mutuel. Mais la découverte du secret d'Anaïs avait brisé quelque chose dans leur retenue habituelle. « Que suggérez-vous » demanda Céleste d'une voix à peine audible. Rodolphe la lâcha et retourna vers son bureau, versant 2 verres de cognac. Il en tendit un à Céleste, qui le prit d'une main tremblante. « Je suggère que nous acceptions cette attirance au lieu de la combattre. Nous sommes mariés, nous formons une unité. Anaïs nous appartient légalement. Si nous décidions tous deux de partager sa compagnie, qui pourrait nous en empêcher ?» Céleste but une gorgée de cognac, sentant l'alcool brûler sa gorge. Ce que proposait Rodolphe dépassait toutes les conventions, tous les codes moraux de leur société. C'était scandaleux, pervers, totalement contraire aux règles qui régissaient leur monde. Et pourtant, une partie d'elle-même, une partie qu'elle n'avait jamais reconnue auparavant, trouvait l'idée terriblement séduisante. « Vous parlez de quoi exactement? D'en faire une concubine pour nous deux ?» Rodolphe haussa les épaules. « Les mots importent peu. Appelons cela comme vous voudrez. L'important est que nous puissions assouvir nos désirs sans hypocrisie, sans mensonge entre nous. Combien de mariages dans notre société fonctionnent sur la base de tromperies mutuelles? Les maris entretiennent des maîtresses, les épouses prennent des amants en secret. Nous pourrions au moins être honnêtes l'un envers l'autre. Et elle? Avons-nous seulement l'intention de lui demander son avis? » Le visage de Rodolphe se durcit légèrement. Elle est esclave. Son opinion n'a pas de valeur légale. Mais je ne suis pas un monstre.
Je ne veux pas la forcer brutalement. Je préférerais qu'elle accepte volontairement cette situation. Cela serait plus satisfaisant pour tous. Céleste termina son verre d'un trait. Sa tête tournait et elle ne savait plus si c'était l'effet de l'alcool ou de la conversation. Tout cela était fou, dangereux, contraire à tout ce qu'on lui avait enseigné. Mais en même temps, pour la première fois depuis son mariage, elle ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'excitation, à l'anticipation d'un plaisir possible. Comment comptez-vous procéder? Rodolphe eut un sourire qui n'avait rien de rassurant. Laissez-moi réfléchir, nous devons agir avec subtilité. Anaïs est intelligente, elle comprendra rapidement où nous voulons en venir. Nous devons lui faire comprendre que sa coopération lui vaudrait des avantages et son refus des conséquences désagréables. C'est du chantage. Appelons cela de la négociation. Nous lui offrons quelque chose qu'aucun esclave ne possède habituellement. Une vie confortable, une éducation continue, peut-être même une éventuelle liberté dans un avenir lointain. En échange, elle accepte une relation qui, après tout, pourrait ne pas lui déplaire tant que cela. Vous pensez qu'elle pourrait y trouver du plaisir? Rodolphe eut un geste évasif. Qui sait? Elle n'est pas comme les autres, son journal le prouve. Elle a des désirs, des inclinations qui ne correspondent pas aux normes. Peut-être que notre proposition lui conviendra mieux qu'une vie de simple domestique. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, la nuit tropicale bruissait de 1000 sons, indifférente au drame humain qui se jouait dans cette pièce. Si cela vous met mal à l'aise, nous pouvons oublier cette conversation, dit finalement Rodolphe. Je vendrai Anaïs demain, et nous ne reparlerons jamais de tout cela. Il savait que c'était une manipulation, et Céleste le savait aussi. Mais l'idée de perdre Anaïs, de ne plus jamais la revoir, causait une douleur physique à Céleste. Elle secoua la tête lentement. Non, ne la vendez pas. Faites ce que vous avez dit. Parlez-lui. Voyons ce qu'elle répondra. Rodolphe hocha la tête, satisfait. Il avait obtenu ce qu'il voulait, l'assentiment de son épouse, pour quelque chose qui aurait pu briser leur mariage. Au lieu de cela, cette transgression partagée allait peut-être même les rapprocher, créer entre eux une complicité qui n'avait jamais existé auparavant. Le lendemain, il fit appeler Anaïs dans son bureau en milieu d'après-midi. C'était l'heure où la maison sommeillait sous la chaleur accablante, où les domestiques faisaient leur pause et où Céleste se reposait dans sa chambre. Il avait choisi ce moment délibérément pour s'assurer qu'il ne serait pas dérangé. Anaïs entra avec son maintien habituel, calme et composé. Elle portait une robe simple mais impeccable, ses cheveux relevés découvrant la courbe gracieuse de son cou. Rodolphe l'invita à s'asseoir, ce qui constituait déjà une entorse au protocole habituel. Les esclaves restaient debout en présence de leur maître. Elle s'assit sur le bord du siège, les mains croisées sur ses genoux, le regard interrogateur mais sans peur apparente. « Anaïs, » commença Rodolphe, « nous devons avoir une conversation importante. Une conversation qui nécessite votre honnêteté totale. Je suis toujours honnête avec vous, maître, vraiment. Vous ne m'avez jamais menti par omission. Jamais dissimulé des informations importantes concernant votre personne. » Anaïs resta immobile, mais quelque chose dans son regard changea. Une vigilance accrue, une compréhension que le moment qu'elle redoutait était arrivé. Chaque esclave a des secrets, monsieur. C'est la seule chose qui nous appartient vraiment. Rodolphe se leva et contourna son bureau, s'approchant d'elle. Il resta debout devant elle, la dominant de sa hauteur, position de pouvoir calculé. « Mon épouse a trouvé votre journal. Elle l'a lu. Nous savons maintenant ce que vous êtes vraiment. » Le visage d'Anaïs ne trahit aucune émotion, mais ses mains se crispèrent légèrement sur ses genoux. Un long silence s'installa, pendant lequel Rodolphe laissa peser le poids de cette révélation. « Allez-vous me vendre, maître? C'est une possibilité. Certains acheteurs paieraient très cher pour quelqu'un comme vous. Les médecins, les collectionneurs, les gens qui s'intéressent aux curiosités naturelles. Vous pourriez finir dans un cirque, exposé comme un phénomène, ou dans une maison de passe spécialisée, ou dans le cabinet d'un scientifique qui voudrait vous disséquer pour comprendre votre anatomie.
Il laissa ces mots faire leur effet, observant la réaction d'Anaïs. Elle pâlit légèrement, mais garda son calme. Ou alors poursuivit-il d'une voix plus douce, « Vous pourriez rester ici, dans des conditions très confortables. Vous continueriez à servir mon épouse comme vous le faites actuellement. Vous auriez accès à notre bibliothèque, vous pourriez continuer votre éducation. En échange, vous accepteriez de satisfaire certains désirs que nous éprouvons tous deux. » Anaïs leva les yeux vers lui, et dans son regard, Rodolphe vit une intelligence aiguë qui évaluait rapidement toutes les options. « Vous voulez faire de moi votre maîtresse, et celle de votre femme également. » C'était une affirmation, pas une question. Rodolphe acquiesça. « Nous voulons partager votre compagnie, tous les deux. Ensemble ou séparément, selon les circonstances. Vous seriez bien traités, jamais maltraités. Nous ne sommes pas des brutes. Nous recherchons du plaisir mutuel, pas de la violence. » Anaïs se leva et Rodolphe recula instinctivement d'un pas, surpris par ce geste d'affirmation. Elle marcha vers la fenêtre, regarda dehors pendant un long moment, puis se tourna vers lui. « Vous me donnez le choix entre être vendu comme une curiosité ou devenir l'objet sexuel de vous deux. Ce n'est pas vraiment un choix, n'est-ce pas? C'est plus de choix que n'en ont la plupart des esclaves. » « C'est vrai, » admit-elle. « La plupart n'ont même pas cette illusion de consentement. Au moins, vous prenez la peine de jouer cette comédie. Ce n'est pas une comédie. Je veux sincèrement votre accord. » Anaïs eut un rire bref, sans joie. « Mon accord n'a aucune valeur légale. Vous le savez aussi bien que moi. Que je dise oui ou non, vous ferez ce que vous voulez de toute façon. Alors pourquoi cette mascarade? Parce que je préfère le plaisir partagé à la violence imposée. Parce que mon épouse vous apprécie sincèrement et ne voudrait pas vous voir souffrir. Parce que, étrangement, je respecte votre intelligence et préfère vous avoir comme allié plutôt que comme victime. » Ces mots, prononcés avec une sincérité apparente, semblèrent toucher quelque chose en Anaïs. Elle l'observa longuement, comme si elle cherchait à percer ses véritables intentions. « Si j'accepte, quelles seraient les règles ?» Rodolphe s'autorisa un sourire de satisfaction. Elle négociait, ce qui signifiait qu'elle acceptait le principe de base. Vous continueriez à vivre dans votre chambre actuelle. Vous serviriez mon épouse comme d'habitude pendant la journée. Le soir, selon nos désirs, vous passeriez du temps avec l'un de nous, ou avec nous deux. Vous seriez traité avec respect, jamais frappé, jamais humilié devant les autres domestiques. Votre secret serait préservé. Et si, au fil du temps, vous vous montrez satisfaisante, nous envisagerons la possibilité de votre affranchissement futur. » Anaïs secoua la tête avec un sourire amer. L'affranchissement. La carotte éternelle qu'on agite devant les esclaves dociles. Combien de promesses de liberté ont été tenues dans l'histoire de l'esclavage, monsieur? Pas beaucoup, je l'admets. Mais je suis un homme de parole. Si vous servez loyalement pendant, disons, 10 ans, je vous affranchirai. Je le mettrai par écrit si vous voulez. Un document légal, signé devant notaire. 10 ans, répéta Anaïs. 10 années de ma vie à être votre jouet partagé. Et je devrais trouver cela généreux? Comparé aux alternatives, oui. Vous le savez aussi bien que moi. Un nouveau silence tomba entre eux. Dehors, un oiseau chantait, inconscient du drame humain qui se jouait. Anaïs semblait lutter avec elle-même, peser des options qui n'existaient pas vraiment. Votre femme est-elle d'accord avec tout cela? Elle est entièrement d'accord. C'est même elle qui a insisté pour que je vous parle aujourd'hui. Elle éprouve pour vous des sentiments qu'elle n'a jamais ressentis auparavant. Je pense qu'elle vous aime, à sa façon. » Anaïs ferma les yeux, et pour la première fois, Rodolphe vit une fissure dans son armure. Une émotion traversa son visage, quelque chose entre la tristesse et la résignation. « Très bien, » dit-elle finalement. « J'accepte vos termes, mais j'ai une condition. » « Laquelle ? » « Si je tombe enceinte, l'enfant sera affranchi à la naissance. Je ne veux pas mettre au monde un esclave. » Rodolphe fronça les sourcils. Cette demande compliquait les choses. Les enfants nés d'une mère esclave devenaient automatiquement esclaves. C'était la loi. Affranchir un nouveau-né attirerait l'attention, soulèverait des questions.
Si cela arrive, nous en discuterons. Je ne peux rien promettre maintenant. Alors je refuse tout. Elle avait dit cela calmement, mais fermement. Rodolphe réalisa qu'elle était sérieuse. C'était la seule chose sur laquelle elle refusait de céder. Il pesa rapidement les options. Les chances qu'elle tombe enceinte n'étaient pas si élevées, et si cela arrivait, il trouverait une solution. Mieux valait accepter maintenant et gérer le problème plus tard s'il survenait. D'accord. Si vous tombez enceinte, l'enfant sera affranchi. Vous avez ma parole. Anaïs hocha lentement la tête. Alors nous avons un accord, maître. Cette nuit-là, Rodolphe convoqua Céleste et Anaïs dans sa chambre. C'était la première fois que les trois se trouvaient réunis dans un contexte aussi explicitement chargé de désir et d'intention. La pièce baignait dans la lumière douce des lampes à huile, les fenêtres ouvertes, laissant entrer la brise nocturne qui agitait doucement les rideaux de gaze. Céleste était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, les mains crispées sur les accoudoirs, le visage pâle, mais les yeux brillants d'une excitation nerveuse. Rodolphe se tenait près de la cheminée éteinte, un verre de cognac à la main, observant les deux femmes avec une satisfaction évidente. Anaïs, debout près de la porte, gardait son maintien digne malgré la situation. « Approchez Anaïs », ordonna doucement Rodolphe. Elle s'avança au centre de la pièce, entre les deux époux, consciente de tous les regards posés sur elle. Rodolphe fit quelques pas, tourna autour d'elle lentement, l'examinant comme on examine un cheval qu'on vient d'acquérir. « Montrez-nous », dit-il simplement. Anaïs comprit immédiatement ce qu'il demandait. Sans hésitation, avec des gestes mesurés, elle commença à déboutonner sa robe. Céleste retint son souffle, les yeux écarquillés, incapable de détourner le regard. La robe glissa le long du corps d'Anaïs et tomba en un cercle de tissu à ses pieds. Elle portait dessous une chemise légère, qu'elle retira également. Pour la première fois, les deux époux virent le corps qui les obsédait depuis des semaines. Anaïs se tenait droite, sans fausse pudeur mais sans provocation non plus, simplement présente dans sa nudité complexe. Son corps possédait la grâce d'une femme, la courbe des hanches, la douceur de la peau, mais aussi une musculature plus ferme, une structure qui trahissait son ambiguïté anatomique. Céleste se leva et s'approcha, fascinée. Sans demander permission, elle tendit la main et toucha doucement l'épaule d'Anaïs, laissant ses doigts glisser le long du bras. Le contact électrisa les deux femmes. Anaïs ferma les yeux, acceptant ce toucher, et Céleste sentit son propre corps réagir d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Rodolphe observait la scène, son désir évident mais contenu. Il laissa Céleste explorer d'abord, comprenant que son épouse avait besoin de ce moment. Les mains de Céleste tremblaient, tandis qu'elle parcourait le corps d'Anaïs, découvrant chaque courbe, chaque texture. Quand elle arriva aux particularités anatomiques qui faisaient d'Anaïs un être hybride, elle hésita, puis continua son exploration avec une curiosité mêlée de désir. « Vous êtes magnifique », murmura Céleste d'une voix rauque. « Absolument magnifique ». Anaïs ouvrit les yeux et regarda Céleste avec une intensité qui fit chanceler cette dernière. Dans ce regard se mêlaient tant d'émotions contradictoires, résignation et désir, tristesse et plaisir, soumission et défi silencieux. « Je vous vois tous réagir », dit Anaïs d'une voix basse. « Ce n'est pas que cela me déplaît totalement, mais comprenez bien, ce plaisir est empoisonné. Il vient de ma situation, de mon manque de choix. Si j'étais libre et que je vous choisissais, ce serait différent. Là, je suis comme un instrument dont vous jouez. » Rodolphe s'approcha à son tour, se plaçant derrière Anaïs, créant une configuration où elle était prise entre les deux époux. Il posa ses mains sur les épaules d'Anaïs, sentant les muscles se tendre sous ses paumes. « Nous ne voulons pas d'un instrument inerte, » dit-il. « Nous voulons que vous ressentiez du plaisir aussi. C'est possible, n'est-ce pas ?» Malgré tout, Anaïs eut un rire doux, presque triste. Le corps réagit même quand l'esprit se rebelle. C'est l'une des cruautés de notre condition humaine. Oui, je peux ressentir du plaisir.
Mais cela ne changera jamais le fait que vous possédez le pouvoir absolu sur moi. Cette nuit-là marqua le début d'une relation à trois qui allait devenir de plus en plus complexe et obsessionnelle. Les premières semaines établirent une routine étrange. Le jour, Anaïs continuait de servir Céleste avec la même efficacité, mais désormais leurs regards se chargeaient de sous-entendus, leurs mains se frôlaient délibérément. La nuit, elle passait du temps tantôt avec Rodolphe seul, tantôt avec Céleste seule, tantôt avec les deux ensemble. Les autres domestiques remarquèrent le changement sans en comprendre vraiment la nature. Titus observait avec une inquiétude croissante. Il avait vu Anaïs entrer dans la chambre des maîtres tard le soir et n'en ressortir qu'à l'aube. Il avait surpris des regards entre eux qui ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait. Mais il gardait le silence, conscient que toute intervention ne ferait qu'empirer sa propre situation. Les semaines devinrent des mois. L'arrangement qui devait être simple se compliqua rapidement. Céleste, qui n'avait jamais connu la passion véritable, se découvrait des désirs violents. Elle devenait possessive, jalouse, quand Anaïs passait du temps avec Rodolphe. Elle multipliait les prétextes pour garder Anaïs près d'elle pendant la journée, inventait des tâches qui nécessitaient leur présence seule dans sa chambre. Rodolphe, de son côté, développait une obsession différente, mais tout aussi intense. Il se mit à étudier l'anatomie humaine, consulta discrètement des ouvrages médicaux sur les hermaphrodites, devint fasciné par l'idée de comprendre scientifiquement ce qui faisait d'Anaïs un être unique. Ces questions devinrent de plus en plus intrusives, ces examens du corps d'Anaïs de plus en plus cliniques, comme si elle était devenue un sujet d'étude autant qu'un objet de désir. Anaïs naviguait entre ces deux obsessions avec une habileté remarquable. Elle donnait à chacun ce qu'il désirait, ou du moins l'illusion de le donner. Avec Céleste, elle se montrait tendre et attentive, écoutait ses confidences, la réconfortait de ses frustrations. Avec Rodolphe, elle acceptait ses curiosités scientifiques, répondait à ses questions, se laissait examiner. Mais au fond d'elle-même, elle comptait les jours, notait dans son journal caché les détails de sa captivité dorée. Si ce que je vous raconte vous captive, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à commenter ce que vous pensez de cette histoire. Votre engagement nous aide à continuer. La situation bascula en janvier 1852. Céleste réalisa qu'elle était enceinte. Contre toute attente, après 7 années de stérilité, elle portait un enfant. La nouvelle aurait dû être une bénédiction, mais elle la plongea dans un état de confusion totale, car elle ne savait pas qui était le père. Les mois précédents avaient vu les 3 corps s'entrelacer de manière si complexe qu'il devenait impossible de déterminer avec certitude l'origine de cette grossesse. Rodolphe avait continué à remplir ses devoirs conjugaux, mais avec moins de régularité. Et il y avait eu ces nuits où Anaïs se trouvait présente entre eux, où les frontières s'étaient brouillées au point de devenir indistinctes. Rodolphe accueillit la nouvelle avec une joie mitigée. Il voulait un héritier, certes, mais le doute qui s'insinuait dans son esprit le rongeait. Et si l'enfant portait des traits qui trahiraient sa véritable origine? Et si Anaïs était le père biologique? Que se passerait-il alors? Il prit une décision qui révéla l'étendue de son obsession. Il fit venir secrètement un médecin de la Nouvelle-Orléans, un homme réputé pour sa discrétion et son absence de scrupules. Le docteur Beaumont accepta, contre une somme considérable, d'examiner Anaïs en profondeur et de documenter ses particularités anatomiques. L'examen eut lieu un après-midi de février dans une pièce fermée à clé. Rodolphe et Céleste assistèrent à la procédure, observant tandis que le médecin examinait minutieusement Anaïs, prenait des mesures, rédigeait des notes. Anaïs supporta cet examen humiliant avec un stoïcisme qui impressionna même le médecin. « Fascinant », répétait Beaumont. « Absolument fascinant. C'est le plus bel exemple d'hermaphrodisme que j'ai jamais vu. Les 2 ensembles d'organes sont fonctionnels, bien que l'un prédomine légèrement. Théoriquement, cette personne pourrait être fertile des 2 manières, bien que ce soit extrêmement rare.
Il se tourna vers Rodolphe et Céleste avec un regard chargé de signification. Si madame est enceinte et que cette personne a été impliquée, il y a une possibilité non négligeable que ce soit le père biologique ou la mère. Les deux termes sont également applicables dans ce cas. Le silence qui suivit cette déclaration était lourd de tension. Céleste porta instinctivement la main à son ventre encore plat, les yeux emplis de larmes. Rodolphe serrait les poings, son visage exprimant une rage contenue. « Puis-je me rhabiller maintenant ?» demanda calmement Anaïs. Le médecin hocha la tête et rangea ses instruments. Avant de partir, il avertit Rodolphe qu'il serait sage de garder cette situation aussi secrète que possible. Si cela venait à être connu, les conséquences légales et sociales seraient catastrophiques. Les semaines suivantes virent la situation se dégrader rapidement. Céleste, torturée par le doute, oscillait entre des moments de tendresse obsessive envers Anaïs et des crises de rage où elle l'accusait d'avoir détruit sa vie. Rodolphe se réfugiait dans l'alcool, passant ses soirées à boire du cognac dans son bureau, ressassant la situation impossible dans laquelle il s'était lui-même placé. Anaïs, sentant que l'étau se resserrait, tenta de prendre ses distances. Elle demanda à être réaffectée à d'autres tâches, loin de la chambre de Céleste. Rodolphe refusa catégoriquement. Au contraire, il ordonna qu'elle reste confinée dans la maison principale, interdite de sortir même dans les jardins. Elle était devenue une prisonnière dans une prison dorée. Un soir de mars, alors que Céleste était au 3e mois de sa grossesse, une dispute éclata entre les époux. Anaïs, appelée dans la chambre pour servir le dîner, se retrouva témoin malgré elle de leur affrontement. « C'est votre faute !» criait Céleste. « Vous avez amené cette créature dans notre maison. Vous m'avez poussé à pécher. Et maintenant, je porte peut-être un enfant qui n'est même pas de vous. Et vous avez accepté avec enthousiasme, » répliqua Rodolphe avec cruauté. « Ne jouez pas les victimes innocentes. Vous la désiriez autant que moi. Plus, même. Vos gémissements de plaisir dans cette chambre en témoignent. » Céleste le gifla violemment. Rodolphe attrapa son poignet et pendant un moment terrible, la violence physique sembla imminente. Anaïs intervint, se plaçant entre eux. « Arrêtez, vous vous détruisez mutuellement. Et pourquoi? Pour moi? Je ne vaux pas cela. Vendez-moi. Débarrassez-vous de moi. Oubliez que tout cela est arrivé. » Rodolphe la repoussa brutalement et Anaïs tomba contre la table, renversant le plateau. La porcelaine se brisa avec fracas sur le sol. Le bruit attira Titus qui frappa à la porte, demandant si tout allait bien. « Tout va bien !» cria Rodolphe. « Laissez-nous !» Mais tout n'allait pas bien. Quelque chose venait de se briser, au-delà de la simple porcelaine. Une limite avait été franchie et il n'y avait plus de retour possible. Dans la nuit du 23 mars 1852, Anaïs disparut de la plantation Belle-Rive. Les circonstances de sa disparition restèrent floues. Certains domestiques affirmèrent l'avoir vue partir vers le bayou en pleine nuit. D'autres jurèrent qu'un homme était venu la chercher, peut-être un passeur qui aidait les esclaves en fuite. Titus, interrogé par Rodolphe, maintint qu'il ne savait rien, mais son regard disait le contraire. Rodolphe fit rechercher Anaïs pendant des semaines. Il engagea des chasseurs d'esclaves, offrit une récompense substantielle, fit placarder des avis dans toute la région. Mais Anaïs semblait avoir disparu sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. Céleste sombra dans une dépression profonde. Elle passait ses journées allongée, refusant de voir quiconque sauf les domestiques strictement nécessaires. Sa grossesse progressait, mais elle ne manifestait aucune joie, seulement une résignation morne. Elle parlait parfois à son ventre, posant la question obsédante. « Qui es-tu vraiment ?» En juin 1852, Céleste donna naissance à un enfant. Un garçon en parfaite santé, aux traits réguliers, à la peau légèrement plus sombre que celle de ses parents, mais pas suffisamment pour soulever des soupçons dans une société où les ancêtres créoles présentaient souvent des mélanges raciaux. Rodolphe examina l'enfant longuement, cherchant des signes, des indices qui révéleraient sa véritable origine. Mais le nouveau-né restait obstinément ambigu, portant des traits qui pouvaient venir de n'importe lequel de ses 3 parents potentiels.
L'enfant fut baptisé Gabriel, et Rodolphe l'accepta officiellement comme son héritier. Que pouvait-il faire d'autre? Rejeter l'enfant aurait signifié révéler toute l'histoire sordide, s'exposer au scandale et à la ruine sociale. Il choisit donc le silence, le secret, l'acceptation résignée d'une situation qu'il avait lui-même créée. Mais le mariage entre Rodolphe et Céleste ne se remit jamais vraiment de cette épreuve. Ils continuèrent à vivre sous le même toit, à maintenir les apparences devant la société, mais quelque chose d'essentiel était mort entre eux. Ils ne partageaient plus la même chambre, se parlaient avec une politesse glaciale, évitaient tout contact physique. Céleste développa une tendresse obsessive pour Gabriel, le gardant constamment près d'elle, refusant de le confier aux nourrices. Dans les traits de l'enfant, elle cherchait désespérément des traces d'Anaïs, et parfois elle croyait les voir. La courbe d'un sourcil, l'inclinaison du regard, la forme des mains. Les années passèrent. Gabriel grandit, devint un garçon puis un jeune homme, intelligent et sensible, ignorant totalement les circonstances troubles de sa conception. Rodolphe mourut en 1863, emporté par une fièvre, sans jamais avoir révélé ses doutes. Céleste lui survécut jusqu'en 1878, gardant son secret jusqu'au bout. Quant à Anaïs, elle ne fut jamais retrouvée. Les rumeurs circulèrent pendant des années. Certains affirmaient l'avoir vue à la Nouvelle-Orléans, habillée en homme, travaillant dans un atelier de couture. D'autres juraient qu'elle avait fui vers le nord avant la guerre, qu'elle vivait libre dans une ville où personne ne connaissait son passé. D'autres encore murmuraient qu'elle était morte dans le bayou, son corps englouti par les eaux sombres. La vérité, personne ne la connut jamais. Dans les archives judiciaires de la Nouvelle-Orléans, le dossier numéro 423 resta scellé jusqu'en 1922. Lorsqu'un historien le découvrit enfin, il contenait des témoignages fragmentaires, des lettres brûlées à moitié, le journal intime d'Anaïs retrouvé caché dans un double fond de sa chambre, et les notes médicales du docteur Beaumont qui avait mystérieusement survécu à la destruction des autres documents. L'historien passa des mois à reconstituer l'histoire, à relier les fragments épars. Mais plus il avançait dans ses recherches, plus il réalisait que certaines vérités resteraient toujours inaccessibles. Les motivations profondes des protagonistes, leurs sentiments véritables, la nature exacte de leurs relations, tout cela demeurait enfoui sous des couches de secrets et de mensonges. Ce qui était certain, c'est que cette histoire révélait quelque chose de profondément troublant sur la nature humaine. Comment le désir pouvait-il transformer des gens apparemment respectables en monstres d'égoïsme? Comment le pouvoir absolu sur autrui corrompait-il même les intentions les plus nobles? Comment l'obsession pouvait-elle détruire non seulement ceux qui en étaient l'objet, mais aussi ceux qui en étaient les auteurs? Gabriel Devereux vécut jusqu'en 1912. Il eut lui-même des enfants, qui eurent des enfants à leur tour. Aucun d'entre eux ne sut jamais la véritable histoire de leur ancêtre. Ils grandirent avec l'image d'un patriarche respectable, d'une grand-mère dévouée, d'une plantation prospère. Les ombres du passé restèrent cachées, comme tant d'autres secrets de ces grandes familles du Sud. Mais parfois, dans les traits d'un arrière-petit enfant, quelque chose d'étrange apparaissait. Une beauté ambiguë, une grâce particulière, un regard qui semblait contenir plus de profondeur que la normale. Et ceux qui connaissaient l'histoire secrète se demandaient si le sang d'Anaïs ne coulait pas encore dans ses veines, si son héritage mystérieux ne persistait pas à travers les générations. L'historien qui découvrit le dossier hésita longtemps avant de décider quoi en faire. Publier cette histoire risquait de détruire la réputation d'une famille encore influente en Louisiane. La garder secrète revenait à perpétuer le silence qui avait déjà trop duré. Finalement, il choisit un compromis. Il modifia tous les noms, brouilla les dates exactes, rendit l'histoire impossible à vérifier tout en préservant son essence troublante. C'est ainsi que ce récit nous parvient aujourd'hui. Une histoire qui pourrait être vraie, qui résonne avec une telle authenticité qu'elle semble avoir réellement eu lieu.
mais qui demeurent invérifiables. Les noms ont changé, les lieux sont devenus flous, les dates se sont brouillées, mais l'essence demeure. 3 personnes prises dans un triangle impossible, détruites par des désirs qu'elles ne pouvaient ni contrôler ni assumer. La plantation Belle-Rive, si elle exista vraiment, fut détruite pendant la guerre de sécession. Les champs furent brûlés, la grande maison pillée puis abandonnée. Aujourd'hui, il ne reste rien. Seulement des ruines envahies par la végétation, des fondations à moitié effondrées dans les marécages. Les bayous ont repris leurs droits, effaçant les traces de cette civilisation qui croyait pouvoir posséder éternellement d'autres êtres humains. Mais les histoires survivent quand les bâtiments s'effondrent. Elles persistent dans les documents jaunis, dans les témoignages fragmentaires, dans les questions sans réponse qui hantent ceux qui les découvrent. Cette histoire-là, vraie ou fausse, réelle ou reconstruite, nous rappelle quelque chose d'essentiel sur notre nature humaine. Nous sommes tous capables du meilleur et du pire. Les mêmes personnes qui peuvent aimer avec passion peuvent aussi posséder avec cruauté. Les mêmes désirs qui nous font sentir vivants peuvent aussi détruire tout ce que nous touchons. Et parfois, les victimes de nos obsessions sont aussi celles que nous prétendons chérir le plus. Anaïs, où qu'elle soit, emporta avec elle la vérité sur cette histoire. Fut-elle vraiment victime pure, ou sut-elle manipuler la situation à son avantage? Éprouva-t-elle vraiment du plaisir dans cette relation tordue, ou fut-ce toujours une performance pour survivre? Parvint-elle vraiment à s'échapper? Ou son corps repose-t-il quelque part dans le bayou, secret éternel englouti par les eaux noires? Nous ne le saurons jamais. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Certaines vérités sont trop sombres pour être complètement révélées. Certains secrets doivent rester enfouis, non par lâcheté, mais parce qu'ils nous rappellent des aspects de nous-mêmes que nous préférons ne pas affronter. Ce qui est certain, c'est que cette histoire, réelle ou imaginaire, continue de nous hanter. Elle nous pose des questions auxquelles nous ne voulons pas vraiment répondre. Elle nous montre un miroir dans lequel nous préférons ne pas nous regarder. Elle nous rappelle que sous le vernis de la civilisation, sous les règles et les conventions, sous les protestations de moralité, se cache une part d'ombre que nous partageons tous. L'esclavage a été aboli, les lois ont changé, la société a évolué. Mais les dynamiques de pouvoir, les obsessions destructrices, la capacité humaine à transformer l'autre en objet de désir, plutôt qu'en sujet à respecter, tout cela persiste sous d'autres formes. Cette histoire du 19e siècle résonne encore aujourd'hui, parce qu'elle touche à quelque chose d'intemporel dans l'expérience humaine. Le désir, le pouvoir, la possession, la transgression, la destruction mutuelle au nom de la passion, tout cela transcende les époques et les circonstances particulières. Alors que vous terminez d'écouter ce récit, posez-vous cette question. Cette histoire, est-elle vraie? A-t-elle réellement eu lieu quelque part dans les bayous de Louisiane il y a plus de 170 ans? Ou est-ce une reconstruction, une fiction basée sur des fragments de vérités éparpillées? La réponse importe-t-elle vraiment? L'histoire vous a touché, vous a fait réfléchir, vous a peut-être mis mal à l'aise. C'était son but. Vraie ou fausse, elle révèle des vérités sur notre nature que nous préférerions ignorer. Si cette histoire vous a captivé, perturbé, fait réfléchir, n'hésitez pas à commenter vos pensées. Croyez-vous qu'elle soit réellement arrivée? Que pensez-vous des choix des différents protagonistes? Qui était vraiment la victime et qui était vraiment le bourreau? Ou étaient-ils tous les 3 victimes et bourreaux à la fois? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires enfouies dans les archives du passé, d'autres secrets que le temps n'a pas complètement effacés, d'autres vérités ambiguës qui continuent de nous hanter, car l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Elle continue de vivre dans notre mémoire collective, dans nos questionnements, dans notre fascination pour ces zones d'ombre où la vérité et la fiction se confondent irrémédiablement, et quelque part, peut-être, dans une ville que nous ne connaîtrons jamais, parmi les descendants de ces 3 personnes,
Coule encore le sang mêlé de cette histoire impossible. Des traits ambigus apparaissent parfois. Une beauté troublante qui rappelle quelqu'un qui exista ou n'exista peut-être jamais. Le mystère demeure. Et c'est peut-être là sa plus grande force.